Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de Very French Trip. Ce soir, on va parler d'ACF, on va parler de Carbon Field et on verra comment construire des blocs Gutenberg en PHP. Donc on a un invité ce soir, Sébastien Serre. Salut Sébastien. Bonsoir. Et puis j'ai mes deux amis, donc Mathieu. Salut Mathieu. Salut Grégoire, salut Sébastien. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-ci. Mais c'est parce que Grégoire t'a appelé Sébastien. Ouais. Peut-être on te laisse te présenter un petit peu. Tu vas nous faire quelques annonces, j'imagine, Mathieu. Enfin bref, oui, bien sûr. Ok. Ok, bon, bonsoir. Donc, je suis Sébastien Serre, je suis développeur WordPress, salarié dans une association. On fait quasi exclusivement que des sites sous WordPress pour mutualiser les coûts, etc. Et à côté, je suis également freelance et je développe quelques extensions qui sont notamment sur le dépôt WordPress. Voilà, et donc dans le cadre de cette activité, j'utilise pas mal d'extensions, dont une petite nouvelle, Carbon Field, qui est donc un outsider du connu ACF. Pas comme ça, c'est bien. Oui, super. Merci Sébastien. Merci. Mathieu, donc tu voulais nous faire une annonce déjà sur les petites nouveautés avec l'association, puisque on participe à des journées de contribution, donc en préparation du WordCamp Paris, et je te laisse en parler. Oui, tout à fait. Dans le cadre du WordCamp Paris 2019, qui est surreprésenté par les membres de l'association, puisqu'on a avec Thomas, avec Marjorie, avec moi, avec Marc, etc. Eric, bon, je vais en oublier, donc on est 15. On est, à mon avis, une bonne majorité de l'association. Donc on travaille à construire une édition 2019 qui sera plus importante en termes de durée et plus importante en termes de capacité d'accueil. Et puis surtout, ce qui nous tient à cœur cette année, et ce qu'on avait décidé l'année dernière, en fait, à l'issue du WordCamp Paris 2018, c'était de se lancer dans la création d'une journée de contribution. Et en y réfléchissant pendant un bon moment, moi tout seul, nous chacun de notre côté, et ensuite quand on s'est réunis, on s'est dit que ça serait bien en fait de profiter du groupe Meetup géré par l'association WP Paris pour proposer comme un rendez-vous d'entraînement assez régulier. De se voir à peu près. Alors j'avais été très ambitieux au démarrage, je voulais que ça se fasse toutes les semaines, et puis en discutant avec l'équipe, on s'est dit que ça serait peut-être un petit peu compliqué à tenir le rythme, et donc on fait toutes les 2 semaines une réunion comme on pourrait faire un dev chat sur Slack avec sur le Slack de WordPress, où on va aborder des thématiques relatives à la contribution à WordPress, comme c'est quoi la contribution à WordPress déjà, c'est quoi une journée de contribution, c'est quoi VVV par exemple, c'était le dernier qu'on a fait, c'est quoi comment je dépose un ticket, etc. Donc on essaye d'organiser à la fois une partie un peu transmission de savoir de la part de JB, qui est à la fois qui était le lead développeur, le lead de la version 5.0.3 et de la version 4.9.5, qui connaît bien l'environnement de la contribution à WordPress pour y être directement immergé dedans. Moi, je connaissais un petit peu parce que je suis membre de l'équipe de développement de BuddyPress, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est plus petit. Et puis je contribue ponctuellement à WordPress. Donc l'idée, c'est effectivement de se réunir
pour s'entraîner, pour que le jour du Contributor Day, on soit au top pour pouvoir faire que ce soit un moment très intéressant, que tout le monde puisse en profiter et apprendre encore plus vite que lorsqu'on fait des conférences classiques, puisque quand on fait, on apprend plus vite. Voilà. Merci Mathieu. J'étais un peu long, je suis désolé. Non, c'est très bien. Et alors, tu peux peut-être nous rappeler les dates du WordCamp Paris ? Oui, le WordCamp Paris, c'est donc 3 journées. Le premier jour, c'est la journée de contribution ou le Contributor Day. C'est le 24 avril 2019 et les 25 et 26 avril, ce sont 2 journées de conférences. Oui, en plus, le lieu a l'air magique, là. J'ai vu quelques photos. Ouais, on vient de publier, il me semble, en début de semaine, le compte rendu en quelque sorte de la visite qu'on a fait du lieu tous ensemble le 21 décembre et honnêtement moi quand je l'avais vu la première fois, puisque je me suis occupé de rechercher le lieu, quand j'avais vu la première fois, c'était suite à je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des difficultés avec les étudiants au sujet de Parcoursup. Et il y avait eu pas mal de mouvements sociaux dans les universités. Et je l'avais vu à ce moment-là, puisqu'on va en fait au centre universitaire Malesherbes. C'est un des sites de l'université La Sorbonne de Paris. Disons que l'endroit avait encore un petit peu des séquelles de ce mouvement social et il m'avait pas paru aussi joli quoi. Et quand on est retourné avec toute l'équipe, alors moi j'ai été sur le cul par rapport à la cafétéria. Donc la cafétéria en fait elle est aussi grande que la salle de conférence de la Masse. Et donc ici on va se retrouver pour échanger, manger bien sûr, et tout le monde sera dans cette salle qu'on veut vachement communautaire, avec les sponsors, avec les orateurs quand ils feront des pauses, etc. Et pour qu'on puisse tous se mettre à discuter ensemble. Et surtout, ce qui est vachement bien dans ce campus, enfin moi ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on est vachement isolé par rapport à la rue. C'était beaucoup moins le cas dans les précédents endroits où on avait été. Et on est vraiment dans un autre, enfin on entre dans un autre monde en fait, avec des terrasses qu'on pourra utiliser pour manger, etc. Et puis on est même à quelques minutes, 5 minutes du parc Monceau, donc s'il fait beau, on pourra même pique-niquer. Moi, je suis super emballé par ce lieu. Et quand vous verrez l'amphi, 476 places, donc je pense que là, ça peut motiver les orateurs à venir nous proposer de magnifiques conférences pour que ça soit une super fête, quoi. Donc ouais, on est très enthousiaste par le lieu, très enthousiaste à cause du lieu, et puis on espère que ce sera une belle fête, quoi. Super, merci Mathieu. Ouais. Avant qu'on aborde, en fait, oui, parce ce soir, on va voir 2 outils. Donc, on verra ACF, Advanced Custom Field et puis Carbon Field, qui sont tous les deux des extensions qui permettent d'utiliser les méta, donc les champs personnalisés, pour créer, en fait, des blocs ACF. À la base, c'était pas fait pour faire des blocs ACF, mais on s'en est souvent servi avant l'arrivée de Gutenberg pour faire des pages sur mesure, en fait, des champs sur mesure. Alors, ce qui serait bien, peut-être, c'est refaire une petite introduction sur Gutenberg. Qu'est-ce qu'est Gutenberg, comment il est arrivé et quelle technologie il utilise. Est-ce que tu veux bien t'en charger, Sébastien ? Une introduction à Gutenberg, eh ben c'est bien. Alors c'est parti. Donc le nouvel éditeur qui est plutôt développé donc en JavaScript. Et sur une base de React.js. Donc il faut déjà avoir des connaissances même si c'est assez simplifié, apparemment, je suis pas trop chaud sur le truc. Je pense que Mathieu pourra mieux expliquer que moi l'histoire. Mais du coup, si on connaît pas trop React.js ni tout simplement JS, c'est qu'on est plus développeur PHP, comme c'est mon cas. On n'est pas très à l'aise dans le développement de blocs.
Donc les deux outils qu'on va présenter ce soir vont peut-être nous sauver quelques cheveux, même si j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Gutenberg se rapproche d'une certaine manière de ce qu'on faisait avec ACF, puisqu'il est dans une logique de bloc. Dans ce qu'on pouvait faire avec ACF, avec des répéteurs ou des flexibles. J'ai vu que tu avais aussi ça sur Carbon Field. La grosse différence, quand même, c'est que effectivement, il utilise une nouvelle technologie, donc React, plutôt donc une bibliothèque JavaScript. Et puis aussi, il enregistre les données dans la table des postes, donc dans ce qui est utilisé par l'éditeur classique. Contrairement à ACF qui lui va enregistrer dans la table des méta. Du coup, au niveau même de l'optimisation, on a quelque chose qui est intéressant à mon sens, puisqu'il y a une seule requête qui est faite quand on va afficher des contenus de type bloc. Alors que si on utilise ACF ou d'autres outils comme ça, ou même des page builders, on va avoir beaucoup plus de requêtes dans la base de données pour générer l'affichage. Voilà, c'est là où je vois, ça c'est juste un point, à mon avis, où on reviendra dessus un peu plus tard quand on parlera un peu d'ACF et de son format de sauvegarde, où là j'ai été un peu surpris. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va enchaîner sur ACF, puisque je suis un peu sur le sujet. Juste un petit point, je me demande si on continue d'appeler cet éditeur-là Gutenberg, ou s'il ne faut pas tout simplement l'appeler le nouvel éditeur moderne ou le nouvel éditeur. Oui, tu as raison. Je ne sais pas si à terme le terme Gutenberg restera, et je vois même dans WordPress, j'ai même l'impression qu'il a disparu. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux utiliser la terminologie de nouvel éditeur moderne. Je sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais plutôt que Gutenberg, qui à mon avis sur le long terme est voué à disparaître. Alors en fait, Gutenberg, c'est le nom d'un projet avec plusieurs phases. Donc le projet Gutenberg continue. La première phase, c'était effectivement le nouvel éditeur. Alors comme c'était le premier projet, la première phase du projet, tout le monde a appelé l'éditeur, le nouvel éditeur Gutenberg parce que voilà. Mais effectivement, le nouvel éditeur, il n'y a plus d'occurrence de termes liés à Gutenberg dans le cœur de WordPress. Par contre, il continue d'en avoir dans l'extension Gutenberg qui existe toujours, parce que le développement de Gutenberg, du nouvel éditeur se fait toujours dans le dépôt de Gutenberg sur GitHub. Par contre, maintenant, on va entrer. On continue. L'équipe projet du projet Gutenberg continue de travailler à faire en sorte que y ait de moins en moins d'anomalies sur l'éditeur, et surtout aussi ils vont travailler sur la phase 2 où où là il va s'agir de s'occuper des widgets et de pouvoir ajouter des blocs un peu partout sur la page et pas seulement dans le champ d'action de l'éditeur. C'est the content. Voilà, donc un projet qui a livré le nouvel éditeur et qui continue sur d'autres phases. Mais effectivement, faut pas, à mon avis, mélanger les deux. On commence sur ACF, du coup. Ça vous va? Est-ce que toi, tu veux le présenter, peut-être Thierry, parce que pour l'instant, comme tu dis, oui, ACF, c'est une solution, donc c'est une extension WordPress qui permet de rajouter une interface utilisateur pour gérer de manière plus sexy ce qu'on appelle les champs personnalisés qui sont sur WordPress depuis la 3.3.1, un truc comme ça. Peut-être même un peu plus tard, je sais plus. Moi, c'est pas avant. J'ai l'impression que j'ai toujours vu ça. J'ai commencé avec la 2.6. Et ça a été déjà à l'époque je sais plus, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'était le truc pas très technique qu'on avait sous les articles ou sous les pages et qui permettait de saisir une notion de clé-valeur. Oui, c'est ça. Pouvoir retrouver une hiérarchie de clés, l'historique des clés qui avaient été saisies, avec une petite subtilité dans WordPress qui, pour rappel pour certains, c'est que si on utilisait comme clé, on préfixait la clé par un underscore, elle disparaissait de cette liste-là. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup utilisé pour les extensions
type Yoast ou autre, pour ne pas faire afficher justement les méta rattachés à des posts en fait, donc posts au sens WordPress. Et donc du coup voilà, c'est une interface qui est plutôt sympa, qui commence à être assez mature maintenant parce qu'on est à la version 5 Pro de ACF. Moi, j'y vois pas mal d'avantages parce que ça permet quand même d'enrichir ce qu'on appelle les squelettes de saisie, en fait, les formulaires de saisie dans le back-office pour rajouter, par exemple, si on type un élément, un livre ou autre, par exemple, si on veut gérer des revues, par exemple, ça permettait de pouvoir rajouter le titre au sens WordPress, c'était le libellé de la revue, the content, c'était on va dire la description de la revue, l'extrait, le résumé, et puis après, quand on avait besoin de mettre l'auteur, le nombre de pages, le numéro ISBN, des choses comme ça, on exploitait les posts méta. Et donc, du coup, avec ACF, ça se fait en 5 minutes. Le problème d'ACF, je sais pas si c'est c'est sûrement le cas, je pense avec Carbon Field, je n'ai pas testé, mais c'est que on est dépendant du coup de cette extension-là dans le back-office et dans le front-office. Donc dans le front-office, on peut s'y affranchir en faisant du get post méta, parce que ça reste une post méta, donc on peut récupérer la valeur attachée au post avec la fonction get post méta, et donc ne pas utiliser les fonctions natives d'ACF, et parce que ça nous est arrivé quand même quelques fois sur quelques projets clients où pour une raison X ou Y, ACF venait à pas fonctionner en fait. Le front office n'était pas cassé parce qu'on avait on avait enlevé cette dépendance forte en fait à ACF. Ce qui est un peu compliqué à mettre en place quand on utilise des répéteurs, des flexibles et tout ça. Mais voilà. Donc je vais laisser la parole à Sébastien pour introduire Carbon Field, mais voilà pour une présentation rapide d'ACF. Ok, Carbon Field, c'est à peu près le même principe, hein. C'est vraiment, je pense qu'ils s'en sont inspirés. C'est vraiment le même principe, donc de donner la possibilité de rajouter des champs personnalisés. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu plus orienté, on va dire, développeur que ACF, ou pour les gens qui ont déjà utilisé ACF, il y a une interface dans le back-office pour créer les champs à la souris. C'est pratique, c'est facile. Sur Carbon Field, tout se crée en code en PHP, donc il n'y a pas d'interface graphique en fait. Donc c'est déjà, on va dire, ça écrème un peu tous les gens qui sont pas développeurs. Carbon Field, ça va un peu les refroidir, quoi, hein. Voilà. Après, pour ce que j'en ai vu, alors comme je disais un peu en introduction avec mes trois acolytes là, je n'ai pas une grande utilisation encore pour le moment, mais on fait quasiment tout ce qu'on peut faire avec ACF. Là, pour l'instant, j'ai pas eu trop de blocage dessus. L'avantage par rapport à ACF, par exemple pour les développeurs d'extension, c'est que vous pouvez intégrer ACF, vous pouvez intégrer Carbon Field complètement dans votre extension sans limite, alors que ACF, il y a une petite limite. Et je vois mes collègues qui rigolent là. Et attention. Voilà. Et puis sinon. Il se passe quoi d'ailleurs si 3 extensions utilisent Carbon Field et que chacun le charge, ça se passe bien ou non? Tu sais peut-être pas encore. Je sais pas encore, effectivement. Je pourrais essayer voir parce que on va pas le faire en direct, ça prend un peu de temps, hein. Mais allez, code en direct, Sébastien. Ouais, petit joueur. En tout cas, ça veut dire que l'éditeur. Partage ton écran. Non, mais voilà, après, de Carbon Field l'autorise à l'embarquer en fait dans des extensions. Voilà, donc il y a pas, parce que avec ACF, il y a une limitation sur on peut embarquer ACF la version du repo WordPress dans une extension gratuite qui sera par exemple sur le repo WordPress, mais si on intègre si on a une extension, pour intégrer l'extension pro d'ACF, il faut une extension premium. Bon, donc ça peut des fois poser quelques soucis, notamment pour les pages d'options, par exemple, puisque avec Carbon Field, on a la possibilité également de créer des pages d'options, et donc pour faire des pages d'options d'une extension,
plutôt que s'arracher les cheveux avec la setting API de WordPress native où ça se croise dans tous les sens et on sait plus comment ça se fonctionne, ça peut être intégré vraiment assez facilement. Voilà. Et en plus, j'ai appris que tu peux faire des arrays serialisés, ce que fait pas du tout alors, ce ACF. que j'ai pas encore. J'ai vu, je crois, ACF. Enfin, j'ai vu un tweet de Elliot cette semaine. Je crois que c'est en cours. Il est en train de travailler dessus, sur un data store, mais Carbon Field le propose déjà. Ouais. Donc on peut. Bon, j'ai lu ça rapidement. J'ai pas testé encore pour l'instant, mais on peut définir un endroit et donc un array serialisé pour stocker toutes nos datas propres au champ Carbon Field. Alors, peut-être tu vas pouvoir me répondre, Sébastien. Moi, il y a toujours un truc qui m'énerve quand même beaucoup sur ACF, c'est que à aucun endroit sur le site, il te dit que les données sont nettoyées. Or, elles ne sont pas du tout nettoyées. Et ça, je trouve ça assez scandaleux, notamment avec Gutenberg, parce que Gutenberg, en fait, c'est éditeur, et tu vas le donner parfois à des contributeurs. Et The Field fait rien. Getfield, rien non plus, puisque c'est juste la version Get. Alors, j'aimerais savoir si Carbon Field le fait. Est-ce qu'il sécurise les données avant de les afficher? Voilà, précise bien que quand tu parles de nettoyer, c'est qualifier les données et s'assurer de l'intégrité des données. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux mettre une balise de script. Il serait pas au fait de ça. Ton terme nettoyer, ça cache ça derrière. En fait, nettoyer, c'est-à-dire que je pourrais mettre un script dans un champ ACF et puis ça il s'exécute. Il s'exécute tranquillement, quoi. Alors, je me suis pas penché sur comment à l'intérieur dans le cœur, on va dire, de Carbon Field, comment il gère son truc. C'est vrai que quand après je réaffiche moi directement, j'échappe etc. Donc en fait, je me suis pas posé la question plus que ça en fait de rentrer dedans. La réponse pourrait être déjà comment tu récupères une donnée. Une donnée stockée par Carbon Field, comment tu la récupères par GetPost Meta ou Non, pareil. Alors c'est sur le même principe que ACF, c'est qu'on est un peu dépendant de l'extension. Alors je pense qu'avec ça se stocke dans si on garde le format le format de base, on va dire, de Carbon Field sans utiliser un data store, le array serialisé. C'est en post-meta et on peut récupérer avec get post-meta pour les champs, on va dire, basiques. Après, il y a des fonctions et des méthodes qui sont propres à Carbon Field pour récupérer comme un get field sur ACF. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est important parce que en fait, comme ça permet de pouvoir gérer un certain nombre de méta en fait rattachés à un élément. Cette variable qu'on récupère, elle peut se retrouver n'importe où, quoi. Elle peut se retrouver dans un texte HTML, ça peut être un titre, ça peut être un attribut d'une variable, d'une balise HTML, une image background ou un truc comme ça. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des injections de code en fait. Donc il faut toujours utiliser tout ce que propose WordPress de base pour sanitiser et protéger les données. Pour les attributs, pour les textes, voilà, il y a tout ce qu'il faut, toute l'API est là et en fait, faut pas hésiter à protéger le plus bas possible en fait dans son code et pas toujours faire confiance aux outils en amont et dire que voilà, même si ça le fait peut-être en amont, dans tous les cas, c'est plutôt une bonne pratique de quand même le faire à son niveau, quoi. Ouais, mais tu vois, Thierry, par exemple, quand on apprenait les get post meta, sur toute la doc, ils te le mettent tout de suite qu'il faut sécuriser à l'affichage. Alors que sur le site d'ACF, il y a rien du tout, mais rien. C'est ça qui est dans aucun exemple. Aucun. Ouais. Et c'est ça que je trouve désolant parce que tu dis tu vois qu'il y a rien, donc tu dis bon, The Field c'est bon, il fait une routine derrière et en fait non, il fait rien. Bon, après WordPress, ça se fait pas pirater, donc on est plutôt à l'abri, mais
Oui, mais là, comme si j'en parle plus que jamais, parce que si tu commences à utiliser ACF pour faire des blocs Gutenberg, ça veut dire que c'est pas simplement l'admin qui va remplir des champs plus spécifiques, avec des rôles plus importants, ça peut être le contributeur, parce que du coup, l'éditeur, le nouvel éditeur, tu vas le retrouver partout. Et c'est là où ça devient un vrai danger. Après, l'utilisation d'ACF dans du Gutenberg, ça reste vraiment le mode routine pour l'instant, parce que c'est quand même loin d'être satisfaisant. Alors, juste, il y a peut-être une légère différence malgré tout, c'est que il me semble qu'il y a des filtres sur The Content qui sécurisent un petit peu les données qui sont affichées malgré tout. Donc, si ACF, de ce que je comprends, n'échappe pas les données quand vous utilisez ces fonctions, en tout cas, quand ça va arriver dans The Content, The Content, il est filtré, enfin il y a un certain nombre de balises, etc., qui sont filtrées et qui ne sont pas affichées quoi qu'il arrive, quoi. Donc, oui, sauf que lui, il n'arrive pas dans The Content, c'est ce qu'on verra. Le bloc, si. Le bloc, si. Oui, le bloc. Oui, c'est par rapport au bloc que je. Ouais. Oui. Mais quand tu vois ce qui renvoie, en fait, c'est du JSON en fait, et il se connecte en fait à la base de données. Il appelle en fait, il fait un appel, il fait une moulinette pour aller chercher les éléments dans la base. Après, je dirais. Pour parler d'ACF, dans tous les cas, tu as quand même un fichier de templating pour la sortie et dans lequel tu vas faire tes get fields. Donc, si tu as déjà la bonne pratique avant, tu l'auras après, Gutenberg ou pas Gutenberg. C'est pas un problème. Je sais bien, Thierry, mais je trouve qu'il y a très peu de ressources sur le sujet. Et non, je suis d'accord avec toi. Il faut en parler. Mais si on le faisait pas avant, si on le faisait avant, on le fera aussi dans un contexte de Gutenberg. Ceci dit, j'ai l'impression que c'est bien connu puisque j'ai jamais trop entendu parler de failles de sécurité majeures avec ACF, quoi. Bah, écoute, si tu vas sur le site VIP WordPress, t'as une doc dédiée sur ça où ils t'expliquent que ACF, attention, c'est dangereux. Et ils te mettent en fait toutes les fonctions qu'il faut utiliser. Mais tu l'as juste sur le site de VIP WordPress. D'accord. C'est quand même dingue. Toi, t'as vraiment une page dédiée pour ça. Après, c'est peut-être aussi, si ça n'existe pas, c'est pas grave. Il faut contribuer et le faire exister. Il faut proposer une doc à l'auteur de l'extension. Peut-être qu'il a tout simplement pas eu le temps de faire la documentation. Je sais pas. Je pense que en fait, le ACF, ce qu'il propose, c'est une surcouche graphique sur la gestion des post-méta. Et donc, du coup, tu peux pas savoir à l'avance vraiment ce que tu vas sortir et dans quel contexte tu vas l'utiliser. Donc du coup, ça serait un peu trop violent de dire que tout ce qui sort, tu l'échappes ou machin. Mais non, en fonction du contexte, ça marche pas. Si tu prends une image, peut-être qu'il va te ressortir un tableau avec l'ensemble des données, ou il est juste l'URL, ou puis l'URL tu vas l'utiliser dans tel contexte directement brut dans je sais pas, tu vois, c'est pas. Non mais t'as raison, c'est effectivement ça peut expliquer le choix de pas faire un sanitized text field par exemple, parce que tu sais pas comment effectivement déjà ce qu'il peut y avoir comme données dans le post méta, si j'ai bien saisi, et dans quel contexte la donnée peut être affichée, quoi. Parce que connaissant la qualité, je pense que c'est la raison. Ouais. Je pense que tu as raison, Thierry, c'est la raison. La qualité du développeur quand même qui est derrière fait que je pense que ça, on n'a pas affaire à des amateurs. Donc, par contre, je suis d'accord avec Grégoire sur le fait que la doc, la pauvreté de la doc sur le sujet est un problème. C'est peut-être plus là-dessus qu'il faut influer plutôt que sur le code. En fait, en mon sens. Bon, du coup, on continue sur ACF. Donc, je peux commencer, puis vous pourrez rebondir dessus. Donc, quand on veut créer en fait Gutenberg du nouvel éditeur, je vais pas dire Gutenberg, avec ACF, en fait, on a une fonction dédiée. Alors attention, c'est depuis la 5.8 qui est encore en bêta. Bêta 3, la bêta 3, en fait, qu'on retrouve, je crois pas qu'on la retrouve que quand on a acheté la version pro.
Quand on va dans son compte, en fait, on peut télécharger la bêta. Et donc, il y a une fonction en fait qui s'appelle ACF Register Block qu'on déclare sur un hook qui est ACF init. Et en fait, cette fonction, il a essayé de la rendre assez proche des réglages natifs qui sont faits en React, où on déclare donc le nom du bloc, l'identifiant. Alors là, je sais pas comment ça se passe, tu pourras m'éclairer ça, Mathieu. Lui, il y a une callback fonction en fait qui va permettre de gérer l'affichage à la fois dans le back office et dans le front office. On peut ajouter aussi des icônes. On a un mode qui s'appelle Edit. Alors il y a View ou Edit. Alors si on met sur View, on se retrouve avec un bloc vide. Donc là, il faut vraiment mettre sur Edit. Alors j'ai fait un article assez poussé sur le sujet, on le mettra dans les notes, où j'explique un peu la différence. Et puis on peut aussi attribuer le bloc à des types de contenus. Et enfin, on a des mots-clés qu'on peut ajouter. Ça, c'est pour faciliter la recherche. Donc, une fois qu'on a déclaré en fait cette fonction, dans le back-office, quand on crée un groupe de champs dans ACF, eh bien, on va pouvoir sélectionner le type de bloc en fait qu'on vient de déclarer avec la fonction. Le nom du bloc. Donc, le nom du bloc, c'est ça. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc, concerne le HTML. Donc là, c'est le gros avantage, en fait, de cette méthode. C'est que ça change très, très peu par rapport à ce qu'on faisait avant avec ACF. C'est-à-dire qu'on construit sa structure HTML. On appelle ces champs ACF en les sécurisant. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on n'a même plus besoin d'intervenir dans les modèles dans la template hiérarchie ou les modèles WordPress, puisque ça va générer à la fois le HTML dans le back-office et dans le front-office. Voilà, puisque ça se cale en fait sur le content. En gros, c'est ça. Il y a une petite subtilité, alors je ne sais pas si tu as fait attention, mais c'est que en fait, ils préconisent de rajouter un ID à tous tes blocs. Alors ça, je pense que c'est quand tu dois en ajouter plusieurs dans l'éditeur pour pas qu'ils se prennent trop les pattes, les pieds dans le tapis. Mais oui. J'ai pas eu de souci. Moi, j'ai essayé avec des blocs qui se répétaient au moins sur. Après, t'as pas eu de souci dans l'édition, parce qu'en fait, tu as la possibilité de créer en fait, tu as un bloc ID qui est renvoyé, c'est une sorte de hash en fait. Oui, d'accord. Et que tu peux injecter du coup comme ID de ta section HTML, de ton bloc HTML en fait, ton template. Et j'ai cru comprendre que c'était plutôt important de le laisser parce que ça permettait vraiment de pouvoir isoler chaque bloc quand on a plusieurs que dans le même contenu en fait. Et donc ça, c'est dans les paramètres de la fonction? Ouais, en fait, il te renvoie une variable globale qui est la variable bloc et dans lequel tu as un ID. Et tu la mets dans le HTML, c'est ça? Voilà, ouais, tout à fait. Tu crées un identifiant, ouais. C'est un peu ce truc. Et il y a un deuxième truc qui fonctionne pas très bien, c'est dès qu'on veut dans Register Block, la fonction native de WordPress, on utilise l'attribut icône pour mettre un petit visuel pour le différencier dans la liste des blocs. Et ça marche pas dès qu'on veut mettre des SVG en fait. Dès qu'on veut mettre autre chose que la bibliothèque d'Ashicon, ça merdouille. D'accord. Ouais, moi j'utilise toujours Dashicon, non, mais. Après, quand tu veux vraiment personnaliser, avoir des trucs un peu plus, vraiment différents, alors il t'oblige à mettre carrément la syntaxe, tout le code SVG mais je crois que ça c'est propre à Gutenberg d'ailleurs. Et dès que tu as des SVG un peu trop complexes qui sortent juste du rectangle, du cercle et tout ça, là ça merdouille. Alors par contre, j'aimerais bien que Mathieu, s'il est dans les parages, me réponde sur ça, parce que il y a un petit souci, c'est que si tu fais des modifications en fait dans ton squelette ACF, dans ce qui va générer le bloc dans le back office et le front, il n'y a pas de mise à jour en fait. Tu es obligé de réenregistrer les blocs si tu veux voir tes modifications. Est-ce que c'est le cas quand tu utilises les fonctions natives, Mathieu, avec React? Alors, je saisis pas trop la question. En fait, imagine que tu as ton bloc HTML qui va aller chercher en fait les différentes valeurs des champs ACF. Si tu le modifies, ta structure, ton squelette, on va dire,
si tu veux que ça se mette à jour en fait dans le back-office, tu es obligé de réenregistrer tous les blocs que tu auras déjà installés avec ACF. Est-ce que c'est le cas avec React? Bah, Imagine, tu as déjà un bloc avec des réglages. Ouais. Un bloc natif. Hein. Ouais. Et ce bloc-là, tu l'as fait évoluer et tu as peut-être ajouté un champ, tu as peut-être modifié un type. Et tu reviens donc dans le back-office. Et est-ce que ce bloc que tu as déjà installé avec ces réglages, est-ce qu'il se met à jour? Mais ou tu es obligé de le réenregistrer? Mais en fait, il n'y a pas de notion d'enregistrer. En fait, on va essayer, pour y voir plus clair, je propose. En fait, il stocke des données en commentaire. Donc, en fait, ce qu'il va te mettre souvent, c'est un warning. Il risque de te mettre un warning. WordPress va te mettre un warning en disant attention, par exemple, si tu supprimes un bloc, un bloc existant que tu as mis dans ton contenu, que tu le supprimes, quand tu vas revenir, la matière, elle est là, elle est dense de content, mais WordPress, il va dire, je sais pas faire le lien avec, donc je suppose que si jamais tu modifies tes champs, enfin la structure même de ton bloc, il y a de grandes chances que WordPress te mette un warning. Il me semble que ça a été l'objet d'une discussion sur le Slack avec Riyad, justement, il y a quelques mois. Il fallait réenregistrer chaque bloc pour l'instant. Enfin, bon, c'était avant la sortie de 5.0 en même temps, donc il y a peut-être eu des... Mais là, on parle d'ACF, là. Oui, mais je voulais savoir si dans l'éditeur moderne, les fonctions natives, est-ce que c'était la même chose? Est-ce qu'il a priori, Sébastien va me répondre? Il y a pas de, enfin, on peut pas, je crois pas qu'on puisse comparer, parce que si j'ai bien compris, ACF, lui, il enregistre finalement on va dire une manière de créer un bloc dans la base de données. Mais en fait, il utilise la fonction native de WordPress. Hein, c'est juste que lui, il rajoute une surcouche pour aller s'intercaler entre WordPress. Ouais, non, mais j'ai bien saisi. Mais en fait, le bloc, les paramètres du bloc, ce dont parle Grégoire, ils sont en base de données. Or, quand j'écris moi, quand j'écris un type de bloc, je l'écris, déjà je l'écris en JavaScript, mais en plus, j'ai pas de, je veux dire les paramètres de ce bloc ne vont pas évoluer. Ça sera toujours la même chose. Alors, si je comprends bien la question de Grégoire, c'est, je crée un bloc et puis je vais rajouter un attribut à ce bloc. Il y aura pas il faudra que je réenregistre tout, mais ça me paraît normal si je changeais mon fichier JavaScript tout le temps comme ça, forcément il y aurait un souci. Oui, mais regarde par exemple, si tu prends le bloc natif image, tu peux lui mettre une légende. Ouais. Si tu prends le bloc texte plus image, que tu peux choisir l'image à droite, l'image à gauche, tu peux pas mettre de légende sur l'image. Ouais. Donc demain tu dis tiens j'en ai mis partout dans mon contenu et puis demain tu dis tiens c'est un peu con parce que sur l'image on peut mettre une légende et puis là on peut pas la mettre. Ouais. Si demain tu rajoutes la possibilité de pouvoir mettre une légende, et tu te dis que du coup là tu as une nouvelle data qui va arriver dans ton bloc. Qui va être géré en JS, là pour le coup c'est pas une notion d'ACF. Toi comment on va gérer cette transition là Est-ce que finalement tu risques pas de tout péter? Non. Alors non, parce que en fait il y a dans l'API des blocs de JavaScript, en fait il y a des fonctions pour déprécier ou mettre à jour les informations, donc il n'y aura pas de difficulté. Si elle y est pas, elle sera vide. Enfin, sur les précédents blocs, je veux dire, ça sera vide, il n'y aura pas l'information. Donc, si par contre, parce que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'éditeur moderne, que notamment sur le bloc des colonnes, le bloc des colonnes a énormément évolué. Et en fait, dans l'API des blocs, il y a à certains moments, d'ailleurs moi j'ai dû faire aussi, parce que j'utilise ce bloc, en fait, on peut faire différentes choses, on peut même étendre le bloc, c'est-à-dire lui donner de nouveaux attributs, mais quand on fait ça, après, si à la base ça évolue, il faut aussi faire évoluer son propre bloc. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans l'API des blocs la possibilité de mettre des fonctions de dépréciation, c'est-à-dire que tu vas
toujours faire comme c'était auparavant pendant un certain temps et indiquer dans la console, attention, telle façon de faire avec ce bloc ne sera plus disponible dans X version. Donc il y a toujours eu ça dans l'API des blocs de Gutenberg. Mais je suis pas certain qu'on parle fondamentalement de la même chose en fait. Donc ce que j'ai pas trop saisi. Si, c'est ça, Mathieu. Bon, c'est la limite d'ACF, c'est que justement si tu fais évoluer en fait ton bloc, t'es obligé de réenregistrer les blocs pour que ça se charge. Alors que avec l'éditeur moderne et les fonctions natives, t'as pas ce problème. C'est ça. T'as pas ce problème parce que t'as des fonctions. T'as des fonctions de dépréciation parce que ACF il fait juste rajouter une surcouche graphique en fait pour gérer les champs des blocs. Donc il va faire la même chose. Lui, il va pas gérer du versionning en fait de ton bloc pour dire attention, il y a des choses qui vont bouger. C'est pour ça que je pense pas que ça soit difficile. Enfin, je pense que c'est difficilement comparable parce que dans ACF, si j'ai bien compris, c'est une opportunité donnée à l'utilisateur de créer beaucoup plus facilement des types de blocs avec une interface graphique. Donc forcément, c'est pas comme si tu développais un bloc. Comme disait Thierry, avec des attributs qui vont se déprécier ou des attributs qui vont se rajouter. C'est pas tout à fait pareil. La logique est pas la même, je pense, parce que j'imagine qu'avec ACF, les possibilités sont infimes finalement. Enfin, tu peux faire n'importe quoi, j'imagine, mettre tel ou tel. La seule limite d'ACF dans tout ça, c'est le sexy entre guillemets de l'interface que tu vas proposer quoi. Ouais. Tu restes quand même dans un truc formulaire avec des champs à droite à gauche, c'est hyper brut. Quand tu commences un peu à toucher sur du développement Gutenberg, de blocs personnalisés en JavaScript et autres, tu peux avoir du coup le live en fait. Okay. Ce que tu fais peut être un petit peu plus sexy, un petit peu plus avancé quoi. Ouais, mais alors après c'est peut-être il y a peut-être autre chose parce que ça c'est si j'ai bien compris le rendu s'effectuait en PHP, c'est ça? Oui. Ouais. Mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait que ACF n'utilise pas forcément l'API REST pour rafraîchir ses blocs parce que si vous avez la curiosité de regarder le bloc que j'ai fait, la formulaire de recherche, vous verrez qu'en fait on peut générer une mise à jour en PHP du contenu dans l'éditeur moderne. Il suffit simplement de déclarer les informations qui seront transmises par la REST API quoi. Donc il y a peut-être ce point-là qui peut expliquer que le bloc ne se rafraîchisse pas quand automatiquement quand tu l'utilises. Si vous testez le bloc dont je vous parle, vous verrez que à chaque fois que je change le titre du formulaire de recherche, ça se rafraîchit automatiquement dans l'éditeur moderne. Donc il y a une fonction particulière qui permet de le faire. Enfin c'est pas ça. Il y a un composant qui permet de le faire qui s'appelle serveur je sais plus comment. Attends, je pourrais te dire exactement. Je vais te le dire exactement. Et par contre, il faut s'assurer d'avoir bien déclaré les attributs qu'utilise ton type de bloc pour qu'il soit utilisé par la REST API. Alors attends, je vais te dire exactement. Serveur render side, quelque chose comme ça, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais alors du coup, là, ça met un peu de temps parce que j'ai un vieux micro et là, quand il y a alors attends, je vais te dire ça. Bloc formulaire de recherche. Merde, c'est pas le bon. Je crois que c'est serveur render. En fait, c'est un composant qui est spécifique à l'éditeur moderne qui te permet de faire en sorte de fréquemment
solliciter la REST API pour vérifier que le contenu, le rendu se réactualise régulièrement. Alors, je vais te dire Blocks, formulaire de recherche, et je vais dans SRC, et c'est c'est on coupera. Ouais. C'est server-side render. Voilà, server-side render. Et donc, si vous regardez peut-être le code sur GitHub, je l'utilise. Et en fait, ce server-side render, il va vérifier à chaque fois que, par exemple, si tu modifies l'alignement ou si tu modifies le nombre de colonnes, ou enfin les attributs avec l'interface de l'éditeur moderne, et ben automatiquement il va recharger le rendu qu'il y aura en front. Donc peut-être qu'il utilise tout simplement pas ce composant-là. Peut-être qu'il peut pas, dans la manière dont il a mis ça en place, c'est possible. Peut-être il peut pas si toutefois derrière il n'y a pas la REST API. Ce qui est important de comprendre avec l'éditeur moderne, c'est qu'il utilise, il n'utilise que la REST API. Donc, je veux dire, si tu fais une nouvelle fonctionnalité, non seulement tu dois la créer classiquement, mais en plus, il faut pouvoir créer les routes, les points, les terminaisons, etc., pour que ça puisse être utilisé depuis l'éditeur moderne. Donc, c'est peut-être ça. Effectivement, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je connais pas malheureusement ACF pour vous répondre. Désolé. Non, pas de problème. Alors, on enchaînera après avec Carbon Field. Donc, on en parlait un tout petit peu. Donc, moi, l'avantage, si on devait résumer rapidement, c'est que quand on vient du milieu PHP, qu'on a fait pas mal de thèmes sur mesure, de basculer sur ACF pour faire des blocs, on n'apprend pas de nouveaux langages. Il y a juste une fonction assimilée, mais ça va assez vite. Donc, il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre. Moi, ce qui me gêne par-dessus tout, c'est vraiment, et je le répète encore, en plus de la sécurité, mais bon, ça c'est autre chose, puisque c'est plutôt les bonnes pratiques normalement. Mais c'est plutôt comment lui il enregistre en fait dans la table des postes, puisque c'est du JSON qui génère et il va faire une moulinette pour aller chercher les données dans la table des méta. Alors ce que je vois là, c'est que ce que je vois là, c'est qu'effectivement il fait comme il utilise en fait une des possibilités qui est donnée par l'éditeur moderne, c'est de faire du bloc dynamique, c'est-à-dire c'est un bloc où finalement quand on va le regarder dans la table des contenus, on aura juste peut-être des ID, des choses comme ça, mais on n'aura pas vraiment le contenu HTML dans ce bloc. Et ce bloc dynamique, il n'est pas stocké en base de données, il est reconstitué, c'est pour ça qu'on l'appelle dynamique, il est reconstitué au moment de l'affichage. Et donc ce que fait, je pense, ACF, c'est que quand il utilise cette possibilité de faire un bloc dynamique qui est donné par l'éditeur moderne pour aller répondre au callback, à la fonction de rappel qui est envoyée par l'éditeur moderne, en faisant une requête sur effectivement l'endroit où il les stocke. Alors ça va être les post méta, etc. Bon, je crois que c'est dommage en fait si c'est ça, je connaissais pas, mais je pense que c'est dommage effectivement parce que ça nécessite de bien connaître ACF pour reconstituer les données, alors qu'il y avait à mon avis possibilité avec l'API des blocs de l'éditeur moderne de pouvoir les reconstituer directement qu'avec le type de contenu quoi. Après, je pense qu'ACF a aussi d'autres difficultés, c'est qu'il a peut-être besoin de faire des requêtes sur certains champs. Donc, si on doit faire des requêtes, c'est peut-être plus compliqué que simplement afficher un article, quoi. De toute façon, je pense que l'ACF, c'est vraiment un petit peu la rustine pour faire un peu
je veux dire une phase transitoire pour créer des blocs, mais à terme, soit tout le monde passe sur du JavaScript et on perd 15% du web parce que c'est fini, plus personne va utiliser WordPress. En tout cas, va utiliser WordPress en mode Lego et il va plus faire de développement parce que le JS, tu enlèves 90% des freelances, 60% des agences, etc. parce que plus personne va savoir en faire. Ou alors, il faut que l'éditeur moderne se modernise, passe en phase 2 ou 3 là, pour intégrer ce système de templating, de JS, CSS, quelque chose qu'on peut rajouter plus facilement de manière un petit peu plus intuitive pour rendre le JavaScript un petit peu plus digeste. Parce que là c'est pas user friendly et puis toutes les docs qu'il y a. Déjà le gros problème de cet éditeur là, c'est qu'il a eu plusieurs vies et donc il y a plusieurs docs qui traînent sur le net et si t'es pas hyper vigilant à la date de rédaction de ce que tu es en train de lire, tu vas t'embarquer sur le développement d'un truc qui en tout cas marchera pas parce que c'était pour la version je sais pas combien antérieure à l'éditeur. Alors ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas vu, j'ai pas testé, donc mais je trouve en tout cas l'initiative effectivement intéressante de pouvoir faciliter la création de blocs, comme tu dis, pour les gens qui ne sont pas des programmeurs ou enfin des codeurs ou voilà. Après sur la création de blocs en JavaScript, déjà, je dirais que c'est pas si compliqué que ça. C'est un investissement, c'est sûr, parce que c'est pas le même langage que PHP. Par contre, ce qui est bien fait dans l'éditeur moderne, c'est qu'il y a des fonctions entre React et toi, qui te permettent de créer des blocs sans aucune connaissance de React. Donc ça, il suffit d'avoir un peu de connaissance en JavaScript pour réussir à créer un bloc sans avoir à utiliser SCF ou Carbon Fields. Par contre, moi pour maintenant commencer à un peu plus m'intéresser à React, donc un des dernières extensions que j'ai fait, c'est le code JavaScript étant en React. En fait, React simplifie énormément de choses et le développement est différent parce qu'on utilise beaucoup de raccourcis et je pense que ça va plus vite en fait de programmer en React que de programmer en PHP. Enfin bon. Donc voilà, je dis juste, faut pas s'inquiéter de trop. On va progressivement tous se mettre à JavaScript, à créer des blocs et à React ou une autre librairie quand, si jamais il y a besoin de changer de librairie, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une couche entre React et le développeur WordPress, qui fait que on n'est pas forcément register block type, par exemple, c'est pas quelque chose de React, c'est WordPress. Donc on peut créer des blocs sans React, ça c'est sûr. Je l'ai fait dans Gutenberg Blocks, la plupart c'est des blocs qui sont créés sans React. Mais React te permet de gagner énormément de temps, ça c'est évident. C'est mieux si tu le connais. Après, moi je dis juste tout ce débat entre PHP et JavaScript. Moi je dis juste que JavaScript a accueilli WordPress beaucoup mieux que PHP ne le fait encore. Donc PHP, il y a toujours eu cette défiance vis-à-vis de WordPress, c'est codé comme les pieds, etc. Alors que JavaScript n'a pas eu cette démarche-là. Donc je dis, voilà. C'est vrai que c'est codé avec les pieds WordPress quand même. Non mais peut-être, mais à ce moment-là, celui qui dit ça, eh ben, il contribue à WordPress pour faire en sorte que ça soit plus codé comme les pieds. Non mais c'est comme tu dis, Renault c'est de la merde, on va pas dire fabrique des bagnoles quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rapport de contribution est un peu trop facile en fait. Non, parce qu'en fait, je connais ton attachement à la contribution et tout ça, mais 100% des utilisateurs de WordPress ne sont pas des développeurs
et le Non, passage je parle de PHP là, je parle pas. mais le passage de PHP à React, c'est comme dire, bah, demain, on parle plus français, tout le monde parle allemand, quoi. C'est, tu vois, c'est pour Il y en a qui ont personnes, essayé, hein. Il y a le quelques problème. années. Ils ont essayé 2 fois, hein. Ils ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Non, ce que je veux dire, c'est que Non, moi, ce dont je parlais, c'est pas ça. Ce que je parlais, c'est la considération de PHP alors que WordPress utilise PHP, la considération du monde PHP par rapport à la considération de JavaScript pour WordPress. C'est juste ça que je dis. J'ai le sentiment que on est beaucoup mieux accueilli quand on fait du JavaScript que quand on fait du PHP. PHP, on dit ouais non, t'es pas un développeur quand tu fais du WordPress. Oui, mais après, il y a un côté à la mode. Enfin, c'est à la mode de dire je fais du React, je suis full stack développeur et je mange vegan, quoi. Mais non, mais je te parle de l'accueil de la communauté React de WordPress. Je te Mais parle parce que React, c'est beaucoup moins permissif que le PHP. React, si tu codes mal, ça ne marche pas, quoi. PHP, tu peux faire de la merde en manche, ça tournera, quoi. Ça sera pas performant, pas sécurisé, mais PHP, tu peux faire n'importe quoi. Et donc, les puristes du PHP vont dire, voilà, si tu codes pas en modèle du contrôleur, machin, truc, et après, voilà, WordPress, c'est comme ça, et on s'en accommode. Mais c'est vrai que je peux comprendre que les puristes du PHP disent non, mais là, mais comme tu peux regarder l'architecture de la base de données, tu prends un mec qui fait qui est designer architecte en base de données, il va dire mais enfin, c'est un non-sens la structure de base de données WordPress. Mais après c'est comme ça, on s'en accommode. Enfin, mais c'est pas une critique que je fais, mais je peux comprendre que les gens dont c'est le métier qui font que ça et qui font ça avec plus de rigueur puissent dire que WordPress n'a pas un héritage, a un héritage technique maintenant qui commence à être un petit peu archaïque en fait sur certaines choses. Et React, ben, on est sur des nouvelles technos qui sont beaucoup plus modernes, qui sont peut-être aussi un peu plus fun pour les développeurs parce que c'est un peu plus tendance de faire du React, et surtout qui sont un peu moins permissifs. Oui, mais encore une fois, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir le temps et le temps pour pouvoir investir là-dessus. Alors après, c'est sûr que c'est pas évident quand on est le nez dans le guidon, mais en tout cas, moi, je crois pas que ça soit plus difficile de faire des choses dans l'absolu avec l'éditeur moderne qu'avec l'éditeur classique, en fait, ou avec PHP et React. Je pense que c'est pas beaucoup plus difficile, en fait. De toute façon, enfin, ce projet-là, c'est un projet qui est tellement clivant parce que il touche à la fois le politique, on va dire la gouvernance et la technique et les habitudes. Donc mais en fait, je crois que la question se pose pas comme ça. Enfin, si, la question se pose comme ça, mais je crois qu'il faut se dire, mais de toute façon, soit effectivement, je fais en sorte d'accompagner l'évolution de WordPress peut-être en faisant du React et en lâchant un peu le PHP. Et comme tu dis, si je reste que sur du PHP, bah, je vais utiliser des outils comme ACF ou Carbon Fields pour pouvoir continuer de faire. Donc je vais me reposer sur quelqu'un d'autre pour faire. Si je veux vraiment tout intégrer, ben je vais être obligé effectivement de m'intéresser à JavaScript. De toute façon, on va passer sur Carbon Fields après pour voir comment ça passe. Mais ce qu'il faut quand même expliquer aux gens, c'est que là on parle d'un constructeur de contenu. Oui. De ce que c'est ça en fait, ça va. Mais à terme, ça va être un constructeur ça va être WordPress va être du bloc en fait. La prochaine étape, ça va être les menus de développement ou les widgets. Ouais. Et puis après, ça va être tout va être géré, même le templating va se faire via des blocs. Donc moi, je trouve que c'est compagnie, ça reste pour moi quand même que du transitoire. Et que il faut quand même fortement pousser les gens à s'intéresser quand même à toutes les technos natives pour dire parce qu'à terme on ne sait pas trop encore comment ça va se passer sur la manière d'implémenter tout ça, mais je pense qu'à terme si tu sais pas faire du React c'est pas ACF qui va t'aider quoi. Non, mais tu auras toujours. Enfin, si, peut-être. Ça dépend peut-être aussi comment ACF et Carbon Field vont suivre le. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ce que je disais, c'est si je veux avoir une relation beaucoup plus directe
avec WordPress, comme c'est le cas aujourd'hui finalement, où en bidouillant, on a tous commencé comme ça, hein, mais en bidouillant des fichiers PHP, en regardant ce qui se passe, puis après en se professionnalisant, effectivement, si on reste sur PHP en tant que développeur, on va être un petit peu mal, et donc on aura tendance, enfin, on sera obligé de se reposer sur des outils qui ont l'air très bien faits, comme Carbon Fields ou ACF. Par contre, si on veut, en tant que développeur, suivre l'évolution de WordPress, comme tu dis Thierry, on n'a pas forcément le choix. Il faudra passer par des sensibilisations, des formations sur JavaScript, React, etc. quoi. React ou d'autres librairies, puisqu'il y en aura certainement d'autres. Mais c'est bien, moi je trouve qu'il y ait l'outil ACF et Carbon Fields. Alors on va en parler de Carbon Fields parce que du coup je sais pas trop, à part que c'est moins user friendly. Mais c'est bien qu'il y ait ces outils-là. Ce que je disais juste tout à l'heure, je trouve dommage en fait de pas utiliser la possibilité de stocker de manière structurée dans le champ post content et de toujours alors après c'est peut-être historique aussi pour ACF, et ça ferait peut-être un changement beaucoup trop brutal de passer dans le contenu, mais voilà, il y a en tout cas il y a une bloc API qui est disponible et qui permet de stocker la plupart des choses dans le contenu, quoi. Et c'est ce qu'avait l'air de dire Grégoire quand il nous a copié ces lignes de code, où effectivement, en fait, quand tu regardes la table de contenu, t'as des espèces de hiéroglyphes, des suites de chiffres et de lettres, et c'est difficile de savoir à quoi ça correspond, quoi. En fait, c'est pas un hiéroglyphe, c'est l'identifiant dans la base de données de la clé méta. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Le key value, c'est la clé. Quoi. D'accord. Bon, après c'est digression. C'est débat passionné, c'est normal. C'est le problème, c'est de WordPress en 2018-2019. Hein, c'est. Non, par contre, moi je suis, j'ai quand même un regret, et j'ai pour le coup, j'ai fait le premier commentaire que j'ai fait sur le blog de Matt Mullenweg. C'était il y a pas très longtemps, lorsqu'il faisait ses questions-réponses, tu sais, au moment où ça chauffe. Enfin, à la fin du cycle de développement de la 5.0, je lui ai écrit sur son blog, ça serait pas mal. C'était juste avant le WordCamp US. Je lui ai écrit, ça serait pas mal, étant donné tout ce qui s'est passé au niveau de la communauté sur ce cycle de développement, de s'asseoir autour tous d'une table, ou en tout cas de faire un bilan de ce qui s'est bien passé et de ce qu'on pourrait améliorer pour que on n'ait pas ce niveau d'animosité parfois sur les choix qui sont faits, quoi. On pourrait appeler ça le grand débat, par exemple. Alors je sais pas non, je pense pas que ça soit un grand débat. Je pense plus que c'est plus, tu sais, comme quand tu fais un projet, t'as toujours à la fin un retour d'expérience, ou un Rex, ouais. Et je pense que ça manque pour définitivement passer à autre chose, quoi. Vas-y Sébastien, parle-nous un peu de Carbon Fields. Eh bien, d'accord. Donc, Carbon Field, comme on disait tout à l'heure, fonctionne à peu près de la même façon que ACF. Donc, l'objet initial, c'était pour créer des champs personnalisés. Dessus, ils ont greffé des méthodes et des classes une classe qui permet de créer des blocs Gutenberg de façon assez simple, un peu à la ACF, mis à part le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'interface graphique pour créer ces blocs, créer les champs, etc. Sinon, pour avoir vu les deux l'un d'un côté de l'autre, le rendu en back-office, quand on crée son contenu, donc sa publication, puisque depuis WordPress 5.0, on parle de type de publication, et puis le type de contenu. Voilà. Je pourrais pas faire de publication get, quand même. Voilà. Et donc, quand on le crée, on a le même genre de contenu. De champ que ACF, où c'est assez, comme disait Thierry, assez formaté,
formulaire, quoi. C'est pas aussi, on va dire, sexy que les blocs natifs Gutenberg, mais ça permet, quand on n'est pas même, c'est exactement le même principe, hein, ça permet de pouvoir faire ces blocs quand même Gutenberg sans une touche de JavaScript. Comme je sais pas les avantages, les avantages. Donc il y a la méthode de stockage, comme on parlait tout à l'heure des données, où on a la possibilité de stocker dans un ERS sérialisé. L'avantage, c'est très, alors comme on disait, c'était très orienté développeur plus, hein, l'installation par exemple ça va être fait via Composer, donc c'est tout en PHP orienté objet avec des classes, des méthodes, etc. Donc et donc voilà. Ça c'est bien vendu, hein. Ouais, alors ça, bon, je suis pas comme commercial parce que moi, c'est pas ça que j'ai à vous vendre. Non, le truc qui peut être intéressant à le faire via du développement, c'est qu'éventuellement tu peux contextualiser ta création de champ, parce qu'à un moment donné, comme ça reste du code, c'est que tu peux en cours de route d'un coup foutre un contrôle de permission par exemple de rôle, et puis éventuellement court-circuiter un groupe de champs, un truc, enfin, dans tout ton code, ce qui est un peu plus compliqué sur ACF. Alors il y a des add-ons maintenant qui permettent de faire ça, mais là mais voilà, là on fait on s'en sert comme une librairie, quoi. En fait, on a cette dépendance qui est Carbonfield qui apporte certaines méthodes, etc. On s'en sert, mais dans notre code en PHP, on peut mettre toutes les conditions qu'on veut, comme c'est expliqué, quoi. Et puis surtout, c'est nativement, tu peux versionner ton code. Alors ACF le permet avec l'export JSON, là, qui permet d'exporter les groupes de champs en fichier JSON où tu veux, enfin, dans un dossier, et après pouvoir le versionner. Et là, le fait de le faire directement en code, ça permet de versionner tout ça, le partager, travailler à plusieurs. Tout à fait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, un gros problème dans ACF de pouvoir travailler à plusieurs sur des mêmes groupes, ou entre du dev, de la prod, machin, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, moi j'ai une question parce que vous parlez depuis tout à l'heure d'array sérialisé, ce qui est marrant parce qu'on pourrait dire tableau sérialisé ou array serialized, mais bon, array sérialisé est assez intéressant. Mais, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous mettez derrière array sérialisé, parce que comme je l'ai écrit dans le chat, si je fais update post meta array 1.2, ben c'est stocké sérialisé dans la base de données de WordPress, donc j'ai pas besoin qu'est-ce que vous mettez derrière les termes array et sérialisé, en fait, parce que j'ai pas bien saisi. Pas tous en même temps. Grégoire en premier. Est-ce que ça va le micro? Ça va le micro? Oui. Ouais, ça va. En fait, je sais peut-être pas le terme exact, mais tu sais, dans la table d'options, WordPress, quand il stocke les données, il génère pas plusieurs champs. Mais sur les termes Mathieu, c'est que c'est natif de WordPress. Quand tu fais un add post meta et que tu balances un array, déjà il le sérialise. Oui, qu'est-ce que ça apporte en fait, parce que vous avez parlé d'array sérialisé comme étant un avantage concurrentiel presque, mais en même et comme dit Thierry, effectivement, ça le fait nativement quand tu stockes un tableau dans un post méta. C'est quoi donc j'imagine que c'est un peu plus élaboré, mais c'est quoi le truc en fait? Parce qu'en plus, je pense qu'ACF il doit sérialiser pas mal dans ses post méta déjà, donc. Non. Moi, j'ai pas fait attention, mais il n'y a pas de, je sais pas qui, j'ai pas fait attention à qui avait fait cette remarque là, mais je crois que c'est Sébastien sans vouloir le balancer, mais mais non, enfin ça utilise les fonctions le fonctionnement full WordPress, donc ça fait pas plus ou mieux que ce que fait WordPress, quoi. D'accord. Par contre, sur le stockage des posts méta alors des posts méta, dans WordPress, t'as deux choix en fait. Hein. C'est tu peux avoir pour une post méta plusieurs valeurs, plusieurs lignes.
Donc tu peux la fonction, elle te permet de faire des trucs un peu plus élaborés que de stocker un tableau. Et d'ailleurs, si vous stockez, en fait, je dirais que plus vous évitez les arrays sérialisés là, mieux vous vous portez. D'un côté, tu sérialises un tableau. Donc, voilà. Après, pour requêter, galère quoi. Par contre, si tu fais add post meta, ça va t'ajouter une post meta, et si tu ajoutes avec la même clé, ça va te rajouter une ligne en dessous. Mais c'est pour ça que ça sera plus simple. Je disais tout à l'heure, tout dépend du contexte dans lequel tu développes. C'est pareil, la manière dont tu vas stocker, concevoir ton interface ACF je pense que Carbon-Field c'est pareil, ça va être dépendant de la manière dont l'output que tu vas avoir, et l'output que tu vas avoir va conditionner la manière dont tu vas le stocker. Si à un moment donné tu as besoin de faire une meta query pour aller chercher, conditionner des postes sur une valeur de méta, bah oui, tu vas faire dessus avec un tableau, quoi. Ouais, à mon avis, pour ces cas-là, effectivement, vaut mieux que la même clé ait plusieurs valeurs. Parce que sinon, à mon avis, c'est problématique à reparser derrière. Sachant que ACF a quand même double les clés en permanence. Le fameux code que tu as vu tout à l'heure, c'est la clé au sens ACF qui va quand même doubler avec la clé au sens de toi ce que tu as mis comme données humaines en fait, comme libellé ou label, ou je sais pas comment on va appeler ça. C'est ça un peu l'avantage, c'est que en fait ACF va doubler toutes les clés et va mettre un peu des entrées dans la table post meta un peu partout selon le nombre de champs, etc. par type de champ. Alors qu'avec la Carbon-Field, on peut tout enregistrer dans une seule entrée dans la base de données. Tout est quand tu fais un get post meta, tu récupères l'ensemble de tes valeurs. Voilà. Tu peux faire une boucle pour aller récupérer tous tes trucs. Ah ouais. Et puis, du coup, comme disait Mathieu, peut être emmerdant. Carrément. Il vaut mieux créer une table, à mon avis. Enfin bon, il vaut mieux créer sa propre table finalement, parce que Pourquoi WordPress a un mauvais gestionnaire de base de données? Non, parce que là, en fait, il y a aussi une chose qu'il faut. Les gens, tu sais, c'est quelque chose que j'ai remarqué, les gens, tu sais, ouais, mais ton extension, elle crée 3-4 tables, etc. Il vaut mieux, à mon avis, créer des tables que de se mettre dans des post méta dans certains cas. Parce que ça sera plus facile et ça polluera moins le WordPress d'être dans ses propres tables que d'être dans les post méta. Donc le truc de dire je rajoute pas de table à ta base de données. Ce que je te propose, c'est que tu installes Gravity Form. Ouais. C'est normal que ces extensions-là soient obligées de faire ça parce qu'ils ont tellement de données à gérer que c'est normal. WooCommerce. Quand tu prends Polylang, tu te travailles pas à 50 tables à côté, donc tu peux avoir d'autres approches. Alors je sais pas comment ils font Polylang. Enfin, ils en mettent quand même. Non. Tu vas me mettre le doute, mais. Mais en fait, il fonctionne avec les taxonomies. C'est la taxonomie. Ouais, mais en fait, c'est les post méta ou les user méta, etc. C'est si tu mets plusieurs extensions que tout le monde va là-dedans, à la fin, la table, elle est un peu fatiguée, quoi. Donc parfois, il vaut peut-être mieux avoir sa propre table. Ah oui, sachant qu'en plus, tu n'as pas de notion d'index dans WordPress. Donc dans certains cas, c'est pour ça que le truc, alors c'est pas le serialized data store. Ça va être bien si tout est champ pour un formulaire. Ça doit être ça l'intérêt. Tout est champ pour un formulaire, tu le retrouves dans un seul et même dans une seule et même méta. Mais si par exemple tu vas réutiliser un des champs du formulaire 1 et un des champs du formulaire 2 pour faire ton formulaire 3, tu prends deux data stores en total, quoi. Donc l'intérêt, c'est que quand tu stockes en base de données sur le save post, en fait, ça te fait une entrée en post méta. Ouais. Et après, tu fais juste un get post méta. Alors que sinon, tu dois faire un get post méta pour autant d'entrées que tu as. Donc, l'avantage, c'est que tu as un gros tableau et qu'après, tu gères. Ouais. Ok, donc c'est le serialized data store, en fait. D'accord. Et donc ça, il y a que Carbon-Field qui le fait. ACF, il fait lui des clés. D'accord.
Donc ça veut dire que il va complètement changer son modèle de données. Alors ACF s'il travaille dessus. Tu peux, ça peut être qu'une option que tu offres en plus si tu as. Donc d'accord. Imagine, tu es obligé à un moment donné de faire une requête sur une. Je sais pas, par exemple, sur les types, pour prendre l'exemple des livres tout à l'heure, des magazines, à un moment donné, tu vas avoir besoin de faire une meta query sur un auteur, par exemple. Après, tu me diras, on pourrait peut-être le mettre en taxonomie. Enfin, il y a plusieurs manières de faire, mais tu auras besoin à un moment donné quand même d'éclater un minimum, quoi. Ouais, alors en fait, il utilise pas mal de cache objet, le data store là, et ouais, c'est adoption update option, donc c'est oui, donc on n'est pas dans les post méta là, on est dans les options du site, on n'est pas dans les post méta. Oui. Avec c'est peut-être une des différences aussi qu'on pourrait avoir avec ACF qui lui, si mes souvenirs sont bons, est plus dans les post méta. Il est que dans les post méta. Il est que dans les post méta. Non, il est dans la table d'options également. Sauf qu'il fait pas de données sérialisées. C'est un champ, une rangée. Enfin doublé, parce que c'est fait en fait. Il est dans plusieurs méta et dans les. Et il est dans la table des users aussi, dans les méta des users. Oui, mais moi je te parle de la table des options du site. Moi je sais pas. ACF, dans mes souvenirs, il se mettait surtout dans la table des méta d'articles. Non, il enregistre aussi dans la table d'options. Oui, mais enfin d'accord. Oui, c'est ça. Il n'est pas dans les méta. Non, il n'est pas dans les méta là, dans ces cas-là. En fait, c'est avec la version pro. Une partie option. Oui. Pour les options du site, machin, mais. Non, moi, ce que j'interprète du code que je vois là de Carbon Field, c'est que il met tout dans les options du site. Dans ce cas-là, mais je pense qu'il le met pas tout le temps. Ah, non, Mathieu, non, c'est comme ACF. Tu peux, si tu prends les champs natifs, c'est dans la table des méta. Et tu as aussi une autre fonction où tu peux ajouter des types de champs options, il appelle. Où là, ça s'enregistre vraiment dans la table d'options. C'est pas dans la. Mais le data store, en tout cas, il est dans la table des options, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais ça, c'est parce qu'il veut. C'était le problème d'ACF par rapport à Carbon Field, c'est que quand tu fais beaucoup d'options avec ACF, donc dans la table d'options, ça génère beaucoup de rangées dans la table. Ouais. Alors que lui, il se cale sur la logique de WordPress, qui quand tu crées des options dans WordPress, il le fait plutôt sous forme de données sérialisées. Et en fait, il fonctionne un peu comme ACF, parce que quand tu regardes les user meta, là, il va le stocker dans la table des user meta. Ah d'accord. Exactement. Oui, c'est ça. Mais alors, ça veut dire qu'il stocke. C'est compliqué son histoire parce que ça veut dire que. D'accord. Il va dans toutes les. Là où il faut, c'est plutôt. Là, tu colles quand même presque, quoi. D'accord, mais alors, du coup, alors que je comprenne bien l'histoire du data store. Ce data store, c'est une copie des champs unitaires que tu retrouves dans les post méta et tu l'as en plus dans les options, c'est ça? C'est la copie-ball en fait. Tu l'as pas forcément en plus en fait, ça dépend. Au début de ton projet, tu choisis où est-ce que tu vas. Ouais. Si au début tu crées un data store, il va tout stocker dans le data store. D'accord. Si il le crée pas, il met dans les post méta. D'accord. Donc c'est où, c'est pas et. C'est l'un ou l'autre, ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Je vous ai mis un lien, on le mettra dans l'article, sur un service en fait qui est payant, qui permet de récupérer tous les champs ACF et les stocker dans des tables à part, dans des tables séparées. Par contre, je trouve la manière de nommer les fonctions de Carbon intéressante, puisqu'en fait, il change juste le préfixe. Il fait Carbon get user meta au lieu d'être WP par exemple get user meta. Enfin, il préfixe le get user meta de WordPress. Donc c'est plutôt ce get field. Du coup, c'est moins parlant pour moi. Ok. Bon, mais on pourrait faire un ACF get post meta qui ferait qui te sortirait la donnée sérialisée que tu aimerais venant d'ACF par exemple. Hein. Oui, tout à fait, oui, mais c'est pas fourni par ACF, mais bon, tu peux, ouais. Là, c'est la façon de nommer mais ça a l'air d'être beaucoup plus. J'ai l'impression que ça a l'air d'être plus direct, non comment dirais-je, Sébastien, ce Carbon get user meta, CRB phone numbers, ça a l'air d'être plus direct qu'ACF, parce que dans mes souvenirs ACF, il y avait des histoires d'ID un peu plus élaborées.
ACF, tu peux lui faire un update post-méta, lui mettre l'identifiant, le label propre, t'en prends ton identifiant à lui et il sait s'y retrouver. Hein, D'accord. Le gros avantage, je pense, de solutions type Carbon Field, là, c'est que en termes de développement, ça peut quand même aller beaucoup plus vite parce que t'as juste à faire des copier-coller de blocs, clac, 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 tu fais tes updates et machin. Enfin, je pense que tu peux aller quand même très vite. Que ACF, même déjà qu'ACF c'est rapide, il faut quand même se taper, ajouter un champ, aller le paramétrer, tu peux éventuellement le dupliquer, mais après il faut bien faire les updates au bon endroit. Enfin, ça peut être un peu fastidieux, non. Mais est-ce que là, en fait, on parle beaucoup de champs personnalisés et en fait, pour que les gens comprennent bien et que moi je comprenne bien aussi. L'intérêt d'utiliser ACF et Carbon pour créer des blocs, c'est de pouvoir finalement injecter des formulaires dans le Tu fais un bloc testimonial, par exemple, témoignage. Ouais. Ce bloc, il a une photo, un nom, une description courte, le témoignage et je sais pas la fonction de la personne. D'accord. Tu fais un bloc un bloc Gutenberg, classique. Voilà, tu vas faire tous tes champs, etc. Mais ça, tu vas faire des champs. Que tu fasses des champs ou des champs ACF, sinon ça reste la même chose. Quoi. Sauf que dans les blocs Gutenberg, ça va être stocké dans The Content. Alors que là, ACF va les stocker dans les post-méta, quoi. Ouais, mais là, on est bien sur finalement en front office, ou en back office, c'est un formulaire en fait que tu remplis. Le bloc, c'est un formulaire que tu remplis. Ouais, ça revient. Et comme tu le ferais pour un champ, si tu mets ton bloc colonne et que dedans tu lui mets un bloc description, un bloc titre, ça reste virtuellement des champs que tu remplis en fait. Oui, d'accord. Des champs formulaire HTML, mais en gros c'est la même chose. D'accord, mais en fait, moi j'ai toujours eu du mal avec l'objectif de ces formulaires, c'est bien d'exploiter des données derrière. C'est pas de faire du contenu finalement. Donc la stratégie de rester dans les post-méta est plutôt bonne. Pas forcément. T'as tous les cas de figure. Tu peux avoir soit dans un contexte base de données, genre les magazines. Et tu dis derrière, j'ai besoin quand même d'avoir en méta les auteurs, les numéros ISBN, les dates de publication, l'année de publication. Voilà. Donc ça, c'est formulaire, ça. Voilà. Et puis j'ai besoin d'avoir des taxonomies pour ranger ça dans des familles. Bref. Donc ça peut être de la métadonnée. D'accord. Et puis après, en front, tu vas afficher un bon endroit dans ton template pour mettre ça joli beau, etc. Mais tu peux aussi avoir une approche à la forme de bloc pour dire, je veux mettre un témoignage et je vais utiliser ACF pour manager les témoignages avec un répéteur éventuellement parce que je veux mettre plusieurs témoignages. Mettre ça dans un Slick, une bibliothèque JavaScript pour faire un truc qui tourne, je sais pas quoi. Et là, finalement, c'est pas des données qui vont te servir comme méta parce que t'en as pas besoin, tu vas pas forcément faire du requêtage dessus. Par contre, t'en as besoin en forme parce que quand tu les récupères, tu les mets en forme. Pour afficher. D'accord. Et à l'inverse, tu vois, si demain on fonctionne tout en bloc WordPress, si demain je veux faire un requêtage, parce que mettons je fais un bloc qui permet de pouvoir manager la date de publication, l'auteur, etc. Et que maintenant je veux faire une requête pour afficher tous les trucs de Monsieur Martin, ça va être emmerdé. Oui, pour le requêtage, oui. Vaut mieux faire des post-méta là, c'est sûr. Oui, mais les post-méta ont disparu, quoi. Enfin, tu vois, Ah non, ils sont toujours là. Hein. Ouais, mais en gros, dès que tu parles de post-méta, on te jette des pierres. Ah, non, en fait, moi, je crois quand j'avais parlé de ça lors du meet-up, c'était juste pour dire, quand on utilise, selon moi, quand on utilise des post-méta, c'est pour pouvoir faire des requêtes dessus. C'est pas pour les afficher. Enfin, je veux dire, l'objectif principal, c'est pas de les afficher. C'est de pouvoir requêter dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des meta queries. C'est pour pouvoir afficher des articles qui ont certaines méta.
mais on va pas forcément afficher la méta dans le contenu. Et moi, mon point, c'était de dire, j'ai du mal, en fait, intellectuellement, c'est peut-être que j'ai des problèmes, mais j'ai du mal par exemple, à comprendre que on puisse mettre finalement des champs dans des champs personnalisés, carrément des contenus du style une section ou une page HTML, quoi. Là, j'ai du mal. Parce que il me semble que c'est pas prévu pour ça. C'est pas prévu pour ça parce que on n'avait pas de possibilité de le faire jusqu'à présent. Et actuellement, le WordPress n'est pas encore satisfaisant, à mon sens. Ça commence à être mieux, mais dès qu'on va vouloir faire de la mise en forme de The Content, parce que je reste non mais il faut quand même, tu vois, on critique par exemple les constructeurs de pages qu'on appelle constructeurs de pages. Moi, j'ai pas critiqué les constructeurs de pages, je les connais pas, donc mais on appelle à tort constructeur de page parce que ça sert pas à construire la page, ça sert à construire le contenu qui va être présent dans la zone éditoriale en fait. Ouais. Et ils ont évolué pour devenir des constructeurs de pages au sens ça va pouvoir faire du templating en fait. Ouais, c'est ça, ouais. À la base, ça va dans The Content et puis ça sent le contenu avec des blocs à l'intérieur. Et Gutenberg, on est au Windows 95 des constructeurs de pages, quoi. Non, je suis désolé, il faut être clair, quoi. Après, le problème de tous ces constructeurs de pages, ces constructeurs de contenu, c'est devenu un peu la course au n'importe quoi. C'est pas toujours bien codé. Il y a des shortcodes partout. Ça, je peux l'entendre, quoi. Après, il y en a d'autres qui sont très bien foutus, quoi. Et Gutenberg, l'éditeur moderne, c'est quand même pour l'instant le niveau 0 de tout ça, quoi. J'avoue que je saurais pas te contredire parce que je connais pas les constructeurs de pages, j'en ai jamais utilisé, donc mais ouais, je sais pas. Et donc du coup la grosse critique par exemple qui a été faite à ces builders là, c'est que tu mets un appel à l'action dans une page, un bouton. Donc c'est un target, une target blanc, une machin, c'est un libellé du bouton et une URL. Voilà. Donc le bouton au sens technique du terme, c'est ça. Mais les constructeurs, ils vont te proposer d'avoir, tu veux un bord arrondi, un bord droit, quel radius tu veux à ton bord arrondi, est-ce que tu veux une couleur de fond, une couleur de typo, quel typo tu veux, quel padding tu veux, t'as toute la color wheel, la route chromatique, là, tu peux choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et tu reviens maintenant à quelque chose qui est pas rigoureux, parce que le bouton que tu vas faire aujourd'hui, il va pas ressembler au bouton que tu vas faire dans 6 mois. Et encore plus, si demain tu as un stagiaire qui passe au milieu, le bleu que tu vas pas le mettre bleu, et puis si un matin il y a un mec qui dit tiens je vais mettre des boutons ronds parce que c'est plus joli, ta carte graphique elle est pétée. Et à l'inverse, tu avais WordPress WYSIWYG, qui tu pouvais rien faire, quoi. Donc tu te retrouves à foutre des shortcodes dedans, un truc un peu crade. Et Builder à la ACF, quand on est développé, ça se mettait entre les deux. D'accord. En fait, c'est du Gutenberg en fait. C'est du Gutenberg en plus rigide, moins sexy, mais beaucoup plus performant parce que il n'y a pas toute cette surcouche. Là, tu vois, sur Gutenberg, tu te retrouves avec un coup tu dois modifier à droite dans la sidebar, un coup c'est dans le bloc. Tu sais jamais, l'interface elle change tout le temps, donc tu peux t'y retrouver, tu t'y perds. Et l'utilisateur en fait, l'utilisateur Madame Michu, pour la côtoyer. Elle comprend pas, quoi. L'utilisateur comprend pas parce que ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps. Ça s'est quand même pas mal stabilisé depuis la 5.0. Moi, j'ai connu un temps où ça changeait beaucoup plus. Je pense pas que ça change tout le temps dans le sens l'interface évolue. Il n'y a pas de logique dans les endroits où se trouvent les contrôles. L'interface elle est fluide. L'IHM se rafraîchit, l'interface se rafraîchit et les boîtes se contextualisent et de manière plus ou moins sexy en fonction des bibliothèques de blocs que tu vas utiliser. Tu as des trucs plus ou moins sexy qui vont s'afficher. J'ai pas compris, ouais. C'est-à-dire, par exemple, que tu vas retrouver un contrôle pour on va prendre un exemple simple. On trouve un contrôle pour centrer dans l'inspecteur, l'inspecteur de bloc dans la sidebar et pour un bloc et pour un autre bloc, ça sera au-dessus du bloc, c'est ça? Homogène et puis pour
par exemple, si tu fais des blocs avec ACF, bah, tu te retrouves avec un champ qui est au milieu, qui est un champ brut formulaire, quoi, qui est tout crade. C'est pour ça que je dis que c'est qu'une phase transitoire, ACF, parce que ça, c'est pas satisfaisant en termes d'interface. Pour en venir sur Gutenberg, il y a quand même des trucs qui sont hyper mal gaulés. Tu prends un fichier Word qui a été écrit par quelqu'un, titre, paragraphe, titre, paragraphe, titre, enfin, toi, un truc, voilà, tu prends un copier-coller, là, tu te retrouves avec autant de blocs que d'éléments. Un bloc pour le titre, un bloc pour le paragraphe, un bloc, bah, ça, c'est déstabilisant. Après, tu vas me dire, oui, mais tu peux utiliser le bloc classique. Comme ça, tu mets tout dedans et t'es pas emmerdé. Ah oui, mais par exemple, le bloc classique, je peux pas mettre je peux pas mettre de couleur de fond dans le bloc classique. Ce que je peux mettre un paragraphe. Un paragraphe, éventuellement, je peux le mettre en évidence avec une couleur de fond. Et donc, du coup, si je veux mettre un paragraphe en évidence avec une couleur de fond, mais qui serait pas un paragraphe au sens paragraphe, mais un bloc au sens de 2 paragraphes, par exemple, c'est chiant. Tu peux pas. T'es obligé de faire des BR, enfin des retours à la ligne et pas des solides, quoi. Parce que tu voudrais qu'en fait tout le contenu soit dans un seul et même champ, c'est ça? Ben, c'est pas que je veux, c'est qu'il y a des chiers de cas particuliers en fait dans l'utilisation de tous les outils. Et pour quand tu as un point où tu viens à être dans ce cas-là, en fait la frustration elle est énorme parce que je dis ah putain avant c'était mieux quoi, c'est toujours mieux avant. Non mais après on peut contester, on peut être réfractaire au changement avec des Gaulois, ce que tu veux, mais c'est un fait quoi. Et puis sans parler que l'interface ponctuellement bug, c'est que les petits plus disparaissent, les petits qui parlent de monter et descendre disparaissent, et donc quand Madame Michu elle est devant son truc, ben au bout d'un moment, mais mince. Moi, c'est mon ressenti aussi, c'est qu'il faut tout le temps survoler les éléments pour savoir où tu es, et c'est très minant quoi quand tu bosses. Alors, je suis pas Madame Michu. Moi, j'ai plus de, enfin, je préfère en tout cas l'expérience sur l'éditeur moderne par rapport à l'éditeur classique, mais je peux comprendre qu'effectivement ça soit déstabilisant pour certains. Moi, j'ai pas forcément été déstabilisé en plus quand j'ai utilisé la première fois. Je trouvais, enfin, j'ai pas eu trop de difficultés de mon côté. Après. Moi, ce que j'ai noté, c'est que quand on commence à avoir des articles un peu longs, effectivement, l'interface, elle met plus de temps, à réagir parfois. Quand t'as un article, je sais pas moi, qui fait, quand j'ai fait mes tutos, par exemple, j'avais un article qui faisait, je sais pas, 10 000 mots ou je sais plus combien. Là, l'interface, des fois, tu sens qu'elle a du mal, quoi. Bon, peut-être on conclut parce que là, je sens qu'on est parti pour des heures. Alors, moi, je crois que pour conclure, il faut revenir un peu sur l'intérêt d'utiliser ACF et Carbone pour pouvoir construire des blogs, parce que c'était un peu l'objectif de ce podcast. Donc, moi, en tout cas, je suis le candidat, je ne connais pas ni Carbone ni ACF, je le connais de nom. Carbone, je le connaissais même pas de nom, donc comme ça. Et je trouve, par rapport à ce que m'a montré Thierry et par rapport à ce que vous avez dit, que c'est une bonne alternative pour pouvoir injecter des formulaires et dialoguer avec les post-méta directement dans l'éditeur de contenu. C'est ce que j'interprète, qui est mieux foutu que ce qui est déjà disponible en fait dans l'éditeur moderne, c'est que tu peux toujours avoir, tu sais, l'interface des champs personnalisés qui existait depuis la version je sais pas combien. Alors c'est pas la 3.1 comme disait Thierry, mais c'est peut-être un peu avant. Tu sais, c'est les fameux ce qui était en dessous là où tu pouvais dire la clé de ta post-méta et la valeur. Donc ça existe. On a la possibilité de l'activer dans l'éditeur moderne, de le retrouver. Mais du coup là, c'est mieux avec ACF et Carbone. C'est mieux, c'est plus intuitif et on peut faire des choses un peu plus élaborées et l'utilisateur s'y retrouve un peu mieux, je trouve. Ok. Parce que pour moi, construire un blog, c'est pas ça. Mais voilà.
Construire un bloc, c'est plus, par exemple, faire faire un bloc de citation, faire un bloc d'images, enfin faire ces choses-là. C'est pas faire un formulaire, quoi. Les champs personnalisés, c'est depuis la 1.5. Ouais, donc c'est vieux en fait. Hein. Non, la 3.1, ce qui avait changé, c'était la manière de. Enfin, ils étaient cachés par défaut en fait. C'est le underscore devant le. Non, c'est qu'il fallait passer par le tableau screen option. Pour. Ah, d'accord, ouais. C'est pour ça que j'avais ça en tête. Ah oui, c'est vrai que ça a pas mal perturbé ça aussi. Ah ben où ils sont mes champs personnalisés? Ok. Pour rebondir sur Mathieu, c'est que je pense que utiliser des solutions type ACF ou Carbone, ou je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'y mettre, ça va permettre de faciliter la transition pour les Gaulois réfractaires. En gilet jaune, t'as oublié. Les amis de Mathieu. Ouais, je vois pas ce que viennent faire les gilets jaunes dans Carbone ou ACF. Là, voilà, vous allez vraiment chercher loin quand même. Hein. Ça va permettre de s'approprier un peu le truc sans rentrer dans du React ou tout ça. Ouais, et de dire bon, finalement, c'est pas si merdique que ça. Et peut-être après dire bon, ben si je veux aller plus loin, voilà. Eh ben. Ouais. Ok. Il y a des événements à part les WordCamp Paris, évidemment. Il y a toujours des événements. Il y a déjà, il y a effectivement mardi 22. Mardi 22 janvier, on se retrouve à l'Epitech. Il reste encore des places si vous voulez venir vous amuser à bêta tester WordPress. Ah bah oui, donc ça c'est trop près puisque ce sera pas publié. Mais bon, non. c'est pas grave. Et sinon, mais il y en aura d'autres. On va faire toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines jusqu'au 24 avril. Donc il y en aura d'autres. Par contre, on a en février, Grégoire, un meet-up classique. Oui. Et là, tu vas nous parler d'ACF, je crois. C'est ça. Et de Gutenberg. Ouais. Et ben voilà. Ça sera la même donc chose. tu vas nous, ouais, c'est le même. On en remet une couche, mais là avec en direct. une présentation, etc. D'accord. Dessiné. Et alors, on a quand même des événements importants. On a le WordCamp Bordeaux qui va arriver en mars. Et puis donc un mois plus tard, le WordCamp Paris. Et même il y a le WordCamp Londres aussi début avril. Il me semble. Il y a Bangkok aussi le 16 février. Non, mais Londres parce que ça reste. Alors remarque, c'est vrai que maintenant Londres c'est plus en Europe finalement, c'est plus. Bangkok, c'est très cool le 16 février. Bordeaux le 23 mars. Voilà, 23 mars. Ça va des claps. Non, il y a pas mal d'événements WordPress cette année. Il y a rien. Europe le 21 juin d'ailleurs. Ouais, à Berlin. Berlin. Ok. Et Sébastien, est-ce qu'il y a des événements? Il y a un WordCamp en 2050 aussi programmé. Val Grignon. WordCamp testing. Je sais pas, ils ont craqué. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'être venu ce soir. Merci de m'avoir invité. D'avoir parlé de Carbon Fields. Un petit peu. Fields. Et... Par contre, Sébastien, quand tu vends les trucs, c'est vrai que du coup, Carbon Fields, du coup, je me dis, je vais peut-être prendre ACF, quoi. Une question intéressante, est-ce que tu vas continuer à l'utiliser ou finalement tu vas pas repasser sur ACF? Non, je pense que je vais continuer à l'utiliser d'ailleurs. Ouais. Bon. Il est en train de coder là. Non, mais c'est ouvert. On va y aller. Il a les pieds sur le radiateur parce qu'il fait un peu moins 20 chez nous en fait. Non, voilà. Vous m'avez pris un peu de cours, donc du coup, je suis pas trop rentré dedans en fait, mais. Faut que tu mais en fait, c'est travailler la chose. Ça reste génial quand même, Carbon Fields. Voilà. Non, c'est pas alternative et pas de problème. Bon allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ouais, merci. Ciao.